ground control to Major Image de ta fête-là! C'est impossible, là! Commencing Un homme de toi une fois de ta vie, puis la vérité! Il est comme les autres. Dieu merci, tu ne seras jamais. check ignition and may God's love be with you. Pour refuser la plus belle chose qui peut t'arriver dans la vie, d'avoir des enfants. Il n'y a rien de plus beau. This is ground control to Major Tom. You've really made the Music grade. defines us. It helps define the main character. Finding the right character in one project to become a source of music where they'll dance or sing. Music is there for that. Jean-Marc Vallée is making his next movie, and they're gonna offer you the role. And I was like, Jean-Marc Vallée wants me to be in his movie. I thought he had good taste. Known for essentially zero storyboarding, a preference for natural light, few to no stage marks, and often just a handheld camera, Jean-Marc Vallée approaches scenes more like a documentarian than a director, capturing moments with his camera as they arrive. When we think of capturing moments, living in the moment, or living expressively, it's hard not to think of music and how it affects us. There goes a sight from my soul. There goes a sight, there goes a sight. Now there goes a sight from my soul. There goes a sight from my soul. Être DJ, c'est quoi? C'est faire jouer la musique, c'est faire des playlists, c'est vouloir procurer des moments de bonheur et des moments forts en musique. Puis, donc, chaque film devient un peu une playlist. Là, puis d'ailleurs, c'est mon cadeau traditionnel à l'équipe et au cast. Quand je finis un tournage, je fais un CD. Je fais un CD de la musique qui va se retrouver sur le film. Et puis ça devient la pre-soundtrack, l'espèce de bande sonore qui va s'officialiser plus tard avec l'album et les vrais tracks. Fait que souvent, il y a des tunes du CD qui se retrouvent pas sur le final, où il y en a des nouvelles. Puis donc, je suis le monteur musique. Fait que je monte, je choisis les tracks, puis j'ai choisi les cue-in, les cue-out, comment on les entend, pourquoi. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Cold little arm, oh, I can't stand myself. When I know in my heart, in this cold heart, I can live or I can die.
try to hide it. It's all the same. I've been losing one day at a time. Bleeding, I'm bleeding. My cold little heart. Oh, I can't stand myself. Bonjour, bienvenue au... Oh, je pense que Roline t'es muté. Ouais, là je suis muté. Ok, on va recommencer celle-là. Yes! Bonjour, bienvenue au Dutch King Podcast Radio 2022. Ça fait une couple de mois qu'on avait arrêté le podcast. On avait prévu de recommencer en janvier 2022. On avait beaucoup de podcasts de prévus, puis malheureusement, un grand du cinéma québécois nous a quitté, M. Jean-Marc Vallée. On avait déjà prévu de faire un podcast sur lui en 2022, mais pas dans ces conditions-là. Fait que avant de commencer le podcast, je voudrais juste souhaiter, si jamais ça se rend à sa famille ou peu importe qui va écouter le podcast, mes sincères condoléances à toute la famille de Jean-Marc Vallée. Je pense que Rodeline était d'accord pour dire que Jean-Marc Vallée, c'était un des plus grands du Québec. Là. Exactement, je suis d'accord. Même point. Je t'avoue que ça m'a choqué quand je l'ai appris. Ben, c'est pour ça aussi que je voulais que tu fasses le podcast avec moi, parce que tu sais, t'es assistante monteuse en ce moment. Jean-Marc Vallée a commencé sa carrière comme monteur dans le cinéma. Fait que puis on s'en parlait souvent là, dans nos projets que le montage de Jean-Marc était spécial, c'était unique, c'était sa marque de commerce. C'est vrai. Tu pouvais savoir, là, ceux qui ont écouté la série Big Little Lies saison 1, puis il y a eu Big Little Lies saison 2, on peut savoir tout de suite que c'est pas la même chose parce que Jean-Marc a réalisé le premier, mais n'a pas réalisé la deuxième saison. Puis juste avec ça se voit. Fait que super content, Rod, pour les intimes que tu joignes à moi pour rendre hommage à... Moi, j'ai pas peur de le dire, là, c'était mon réalisateur préféré. J'en parlais souvent à la maison aussi. C'est un gars qui m'a vraiment beaucoup inspiré dans ce que je fais. Puis c'est un peu lui, avec ses projets, qui me donnait la motivation de jamais abandonner. Parce qu'on sait comment ça peut être difficile. Puis des fois, on a des gros highs, mais aussi des gros downs. Ouais. Puis Jean-Marc a commencé sa carrière tôt, mais a percé tard dans le cinéma en tant que réalisateur. Puis moi, c'est avec ça que je m'accroche aussi des fois quand on regarde notre âge. C'est avec ça que je m'accroche pour me dire que tout est possible puis que c'est juste un chiffre. Mais qu'il faut profiter pleinement de la vie parce que ça peut partir du jour au lendemain. Monsieur Vallée était... Je l'appelle Monsieur Vallée parce que j'ai beaucoup de respect. Là, était très en forme selon les dires de ses proches. Fait que c'est ça. Ça va être notre hommage, mon hommage à Jean-Marc Vallée. Puis à la fin du podcast aussi, il va y avoir un autre hommage rendu à Jean-Marc Vallée que je vais dire, mais on va garder ça pour la fin. Ouais. Fait que moi j'ai des petites notes sur vas-y, Rodeline. Non, si je peux me permettre de le dire aussi, comme vu que Jean-Marc Vallée, c'était ton réalisateur préféré, Jean-Marc Vallée, c'est lui qui m'a fait comme découvrir le cinéma québécois, en fait. C'est vrai, hein? Ouais, le premier réalisateur, c'était le premier film québécois, que Liste Noire, c'était son premier film que j'ai vu. Son premier film québécois à vie que j'ai vu, puis pour vrai, ça m'a fait aimer le cinéma québécois grâce à lui. Ses montages m'ont fait comme... Ça m'a tellement comme, impressionnée, attirée. J'étais inspirée par son style de montage, comment il présentait les histoires, comment il... surtout sa musique, en fait. Le montage avec la musique que j'ai beaucoup adoré. Fait que non, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée dans ma carrière. C'est un mélomane, en fait. Là. C'est comme dans l'intro où ce qu'il disait que c'était un DJ. L'intro était un peu longue, mais je voulais qu'on voit plusieurs facettes du montage, de la musique, puis de la façon qu'il pensait à faire ça. Puis, souvent, il écrivait, souvent, il réalisait, il produisait, mais en plus, il faisait le montage. On sait comment c'est top de tout faire ces étapes-là. Ouais. Fait que...
Mais tu Puis sais, je sais la partie. Excuse-moi. Ouais, vas-y. Non, parce que tu sais, la partie de. Tu disais qu'il avait dit qu'il était comme un DJ. Ouais. Oui, cette entrevue-là, je l'avais vue à l'UDM. Pour vrai? Parce que j'étais au cours de cinéma québécois. Mhm. Puis il présentait l'enregistrement de Jean-Marc Vallée comme une soirée. Puis je suis allée, puis j'ai vu l'enregistrement. Shit. Est-ce que tu l'as vu live? Non, mais c'est Non. ça. Ok. Malheureusement, quand j'ai vu l'enregistrement, il était venu à l'UDM, mais l'année passée, puis moi, j'ai eu le cours l'année suivante. Par contre, j'ai Oh rencontré my son producteur dans un de ces genres d'entrevues aussi. Là. Vraiment cool. Wow, ça c'est vraiment nice. Puis, tu sais, c'est drôle parce que l'intervieweuse essaie de parler, puis là, tu vois, il est tellement passionné qu'il continue à parler de son montage, puis Isabelle elle, tu sais, Boulay, ouais. tu sais, genre, elle essaie de placer un mot, mais tu vois que Jean-Marc il est comme embarqué dans sa patente un peu. Fait que c'est vrai. magique. Puis moi, je suis super content. Je pensais jamais que ça allait arriver, mais j'ai fait un masterclass en ligne avec Jean-Marc Vallée. Oh, nice! Puis de 2 heures, ça c'était au début de la pandémie, je pense début 2020 ou juste avant la pandémie. Puis tu sais, souvent on regarde la télé, on regarde la télé puis on regarde notre cell ou on parle à quelqu'un d'autre là. C'est genre 2 heures que j'ai que écouté non-stop, que j'ai jamais fait autre chose qu'écouter. C'était hyper intéressant. Super enrichissant aussi là. Je me trouve chanceux d'avoir pu faire ça. Puis d'avoir pu écouter ça en fait. Puis ouais, c'est ça. J'attendais beaucoup de projets de lui qui s'en venaient avec un film surtout sur John Lennon et Yoko, qu'il travaillait dessus depuis des années. Là. Fait que ça m'a un peu rentré dedans. Là. Il y a des gens qui comprenaient pas pourquoi que. Tu sais, ok, c'est un artiste, c'est plate, mais passe à autre chose. Mais tu sais, je veux dire, non. Les gens comprennent pas là, quand que. Comment un film, comment un artiste peut te faire sentir spécial des fois dans un projet. Là. Mais oui, non, je suis d'accord parce que tu vas voir ce groupe de gens où qui sont comme moi, c'est triste, j'avais aimé ces films d'attitude, mais t'as une autre partie de gens où c'est grâce à lui qu'ils ont réussi à développer des projets ou des passions. Fait ouais, c'est sûr qu'il est certain que pour quelqu'un, par exemple, comme nous deux, dont Jean-Marc Vallée nous a inspiré, c'est difficile puis c'est choquant aussi. Que contrairement à quelqu'un qui a juste vu le film et t'es comme c'était cool. Tu sais, tu comprends comme. Ouais. Puis moi j'en parlais souvent chez nous, j'étais tout le temps, tu sais. Je disais tout le temps, le prochain Vallée, ça va être ça, le prochain Vallée, là, il travaille là-dessus, puis là, je vais réécouter un film, je vais voir son montage, nanana. Puis, tu sais, la nuit qui est décédée, ou la nuit qu'on a appris qu'il est décédé, moi, j'étais pas capable de dormir, là, j'étais comme dans ma chambre, je vais aller dans le salon, je vais aller scroller sur mon téléphone, puis là, je vois Twitter, puis là, je vois ça qui sort, puis là, je suis comme, impossible, là, ça peut pas être vrai, là, puis là, au début, on pensait vraiment que c'était vraiment une blague ou une mauvaise blague, là. Puis quand finalement c'était vrai, j'étais comme, là, pour vrai, là, ça va faire. Là, déjà qu'on on a passé 2 années de merde, puis moi, on m'enlève mon réalisateur préféré. Fait que ça a été très dur pour moi pendant au moins une semaine, là, que j'étais comme, tout croche un peu. Mais moi, j'y croyais même pas, là. Comme, quand tu me l'avais dit, j'étais comme, hein? Je me souviens que tu m'avais envoyé un lien. Puis c'est moi, j'étais déjà debout depuis 12 heures, là. Comme... je dormais pas, j'avais les poches là, j'étais comme fuck, là, c'est pas vrai, là. Mais je me souviens, au début, tu me parlais, quand on commençait à se parler de cinéma ensemble, tu me parlais toujours de Café de Flore. Ah oui. Tu me disais, il faut que tu écoutes Café de Flore, check ça, tu vas aimer ça. Tu me parlais constamment de Café de Flore, puis c'est vrai que c'est quand même tout un film, surtout avec un acteur comme un gars comme Kevin Parent, que c'est pas vraiment un acteur, mais que la façon que Jean-Marc l'a dirigé, puis avec Vanessa Paradis, puis toute l'histoire des trisomiques dans le film, puis c'est... Qu'est-ce que t'aimais de Café de Flore, toi, exactement? C'était quoi qui t'avait attiré? Ce que ça m'avait beaucoup, beaucoup attiré, c'était le montage, surtout, en premier lieu. Le fait que, le montage était capable de créer des liens entre le passé et le moment présent. J'ai vraiment aimé le mélange. Comme tu sais,
c'est pas comme si tu regardais le film et t'étais comme « Ah, je suis perdu, je sais plus quoi de l'histoire. » Tu sais que tout, chaque cut avait tout un lien. Comme, c'était pas juste « On va mettre cette scène-là parce qu'on va mettre cette scène-là, on va mettre ce plan-là parce qu'on va le mettre. » Non, c'est parce que chaque élément a une importance. Puis c'est ça que je trouve qui est important dans un film, là. Parce que ça sert à rien de mettre comme garrocher plein d'images différentes puis que ça n'a aucun lien. Mais ce que j'ai aimé, c'est que c'était la construction de l'histoire, l'évolution du montage, puis surtout la musique. Moi, c'était vraiment la musique qui m'avait énormément touchée. Que chaque personnage avait sa propre musique, que chaque événement avait sa propre musique. Ça, j'avais adoré. Moi, je pense que la musique, c'est ce qui me rejoint le plus. Oui, le montage, mais je suis tout le temps quelqu'un que je trouve que la musique est tellement importante. Moi, j'en écoute quasiment chaque soir là, avant de me coucher. Ou quasiment une fois ou 2 jours. Je vais juste comme mettre ma musique, puis je vais m'endormir. Je vais écouter 1 heure de musique avant de me coucher. Puis, tu sais comment c'est là, quand on réalise, on écrit ou peu importe ce qu'on fait, là, on fait de l'art, n'importe quoi. On s'imagine tout le temps des trucs avec la musique. Ouais. Puis souvent, tu fais comme... mettons, t'écoutes... là, je vais donner un exemple qui se rallie un peu à Jean-Marc. T'écoutes... moi, un de mes groupes préférés maintenant, c'est Led Zeppelin. Puis t'écoutes du Led Zeppelin, tu fais comme... Hey, ça serait fou un montage avec Led Zeppelin. Mais tu sais, on sait que toi puis moi, on peut pas, parce que Led Zeppelin, avoir les droits d'auteur, c'est impossible. Mais Jean-Marc a payé des fortunes. On va revenir tantôt pour Crazy, là, mais il a payé des fortunes pour avoir les droits d'auteur. Puis il tenait absolument à avoir ces musiques-là. Là. Puis c'est vrai que sans ces musiques-là... avait parlé, Tu sais, sans ces musiques-là, c'est pas pareil. Là. C'est vrai. Il y avait une émotion, il sentait. Là. Bon, on va commencer par le début vite. Jean-Marc a commencé en 85 environ. Puis il a commencé surtout... Il a fait beaucoup de pubs. Il a réalisé beaucoup de pubs. Il y a des pubs qu'on a vu passer à la TV que même moi je savais pas, genre des pubs de lait, que c'est lui qui a réalisé. Des trucs comme ça. Puis il a fait beaucoup de vidéoclips aussi. Souvent, je pense que pour un réalisateur, faire des vidéoclips puis de la pub, c'est un bon premier pas pour réaliser. Là. C'est un bon exercice si on veut. Hein. Ouais. Surtout les vidéoclips, surtout quand t'es un mélomane. Je pense que jouer avec une musique, ça aide. Fait qu'il a fait beaucoup de vidéoclips au départ, puis niveau réalisation, il a commencé à réaliser des courts-métrages plus dans les débuts des années 90. 90-92, je sais qu'il y avait un court-métrage qui s'appelait Stéréotype. C'est une comédie fantastique qu'il a faite en 1992. Puis il avait gagné meilleur espoir de réalisation au rendez-vous du cinéma québécois en 93 avec ce film-là. Fait que ça, je savais pas ça non plus. Je connaissais pas sa carrière avant, évidemment. Là. J'avais pas suivi. J'étais un petit peu plus vieux. Là. Fait que, ouais, c'est ça. Il avait gagné le meilleur espoir en réalisation. Ça, c'est en 93. Puis si on se met en tête que son premier succès, c'est Crazy. Que Crazy, c'était 2005, si je me trompe. Ouais, 2005. Fait que de 93 à 2005, t'as quand même 12 ans avant de te faire reconnaître. Là. C'est énorme. Là. Puis c'est pas parce qu'il était pas bon, là, c'est que des fois, tu sais comment que c'est. Soit un contact, soit juste la bonne personne qui aime ce que tu fais. Des concours, c'est que si les juges t'aiment, ça peut propulser ta carrière aussi. Là. Mais tu sais que Crazy, parce que justement, son producteur nous a parlé de ça, parce que c'est lui qui avait réalisé Crazy. Ouais. C'est Jean-Marc qui avait présenté cette idée à plusieurs producteurs, puis personne ne voulait. Puis le producteur nous disait que, tu sais, il a vu Jean-Marc, il savait pas trop c'était qui, il a juste fait comme, tu sais quoi, il s'est dit, on va prendre le risque, on va le faire, on va le réaliser, en fait. Ouais. Puis c'était drôle, parce qu'avec Jean-Marc, sa relation, c'était assez comme, tu sais, Jean-Marc était comme, moi, je veux ça comme ça. Puis là, il était comme, oui, mais ça coûte tant d'argent. Mais, tu sais, Jean-Marc, il insistait comme, non, moi, j'ai besoin de ça, je veux ça. Fait que là, il faut qu'il se bat pour aller chercher l'argent, pour essayer de régler des problèmes, pour aider, en fait, à réaliser, tu sais, la scène de l'église. Ça avait coûté hyper cher, là, cette scène-là. Ouais, vraiment. Oui. Vraiment, puis ça a pris du temps, Crazy, parce que, tu sais, je vais revenir un peu à son court-métrage après, mais Crazy, il l'avait écrit, il l'avait coécrit, en fait, Crazy. Fait que ça a pris, je pense que c'était François Boulay, si je me trompe pas, la scénarisation avec lui qui écrivait.
ça a pris comme 10 ans avant que ça se fasse parce que, comme tu dis, personne ne le voulait. Puis, il s'en allait le vendre aux États-Unis, Crazy. Oh, ok, Puis, il a appelé Michel Côté. Michel Côté, avait été il était dans son premier long métrage, Liste Noire. Film que moi, c'est le seul que j'ai pas vu encore. J'aurais dû l'écouter pour le podcast, là, mais c'est le seul que j'ai pas vu. Toi, tu l'as vu, Liste Noire? Oui, je l'ai vu, ouais. Est-ce que dans Liste Noire, il y avait le même genre de montage? Je te dirais que non. C'est parce que il y avait quand même un montage un peu particulier, mais c'était pas comme autant poussé que les autres films, en fait. Il avait pas trouvé sa musique encore, c'est ça? C'est ça, mais il y avait quelque chose qui m'attirait, en fait. Ouais. Comme c'est peut-être le jeu des acteurs ou l'ambiance, parce que, tu sais, Liste Noire, c'est un peu plus, on va dire, un peu plus dark. Pas vraiment dark, mais un petit peu plus. Puis il n'y a pas aussi tant de musique, en fait. Mais il y avait quand même quelque chose qui piquait ma curiosité, en fait. OK. Ouais, dans Liste Noire? Dans Liste Noire, ouais. Puis c'était Michel Côté, c'est ça? Michel Côté jouait dans Liste Noire, puis c'est là qu'il a créé son premier lien avec Jean-Marc Vallée, puis il l'a appelé, Michel Côté, il a dit, écoute, j'ai un rôle pour toi, prépare-toi, nanana, ça va être fou. Puis à chaque année, il le rappelait, il dit, OK, le soir, on tournera pas cette année, ça marchera pas parce que tel film. Mais Michel, après ça, il a dit à Michel Côté, écoute, je vais aller aux États-Unis le faire ou le vendre, ça marchera pas ici. Puis Michel Côté a fait, non, ça c'est un film pour le Québec, ça prend ça au Québec, ce film-là. Ça prend vraiment ça. Puis c'est Michel Côté qui a fait changer d'idée à Jean-Marc Vallée pour le réaliser au Québec. Fait que je pense qu'il a bien fait de l'écouter. Parce que selon moi, après avoir tout vu, puis de Vallée à part Liste Noire, je pense que Crazy c'est son meilleur film. Vraiment. Parce que c'est. Il y a des films québécois que j'aime. Je suis vraiment plus américain comme film. Mais Crazy, genre, c'est. Avec la musique, avec le montage de Vallée, avec l'histoire, que. Oui, c'est une histoire basée sur la famille puis sur l'homosexualité, mais c'est plus que ça aussi. Hein. Ouais. C'est vraiment. Je trouve que ça nous représente bien, puis. Je sais pas, c'est une ouverture d'esprit, puis là on parle qu'on est en 2005 là, quand c'est sorti, 2005-2006 à peu près, là, fait que on s'entend que même si aujourd'hui on a de la misère le monde a accepté des choses, imagine dans ce temps-là, là. Fait que moi j'étais jeune, en 2005, j'avais 17 ans, fait que ouais. Wow. 2005, j'avais comme 9 ans. Là. Toi t'écoutais encore les petits bonhommes à ce moment-là. Ouais! C'est sûr que c'était pas mon âge! Mais pour revenir à ses courts-métrages, et Crazy, dans le fond, en 95, il a rencontré pour la première fois Marc-André Gondin avec son court-métrage qui a gagné un prix Génie pour Les Fleurs Magiques. C'est là qu'il a rencontré Marc-André Gondin pour la première fois. Puis Jean-Marc Vallée a tout le temps été très proche de ses acteurs, comme on a vu dans la vidéo d'intro avec les acteurs de Big Little Lies. Le message texte qu'on voit à la fin aussi, c'est les parents de Jean-Marc qui donnent des nouvelles des enfants après les tournages, puis que lui il continue de les encourager, puis ça lui fait plaisir de maintenir une relation avec eux autres pour les voir grandir dans leur carrière. Fait que je trouve ça vraiment beau. C'est un gars très occupé, là, fait que qu'il prenne le temps de faire ça, c'est tout à ton honneur, là, je trouve. Là. Ouais. Vallée est allé un peu aussi, après Liste Noire, il a quand même eu une certaine notoriété aux États-Unis. Il est allé tourner quelques films, quelques vidéoclips. Il a réalisé aussi Los Locos, un western aux États-Unis. Puis je disais que Liste Noire, c'était le seul que j'avais pas vu, mais j'ai menti parce que Los Locos, je l'ai pas vu non plus. Non, non, non. Fait que moi, c'est vraiment plus à partir de Crazy que j'ai commencé à... que j'ai vu les œuvres de Vallée, en fait, là. Mais Los Locos, ça, c'est un film que il va falloir que je check parce que ça m'intrigue un peu. Un western de Vallée tourné à L.A. Je sais pas, c'est vraiment spécial comme film, comme projet, là. Puis sinon, si on revient à Crazy,
c'est ce qu'on disait tantôt. Tu parlais du producteur que Jean-Marc voulait absolument faire les choses à sa façon. Puis ça, c'est une de ses qualités, je trouve, que il a toujours poussé, puis il a toujours pensé outside of the box. Il voulait jamais faire les choses comme tout le monde. C'est ça. Puis ça plaisait pas à tout le monde, je pense, ça. Oui, c'était une des raisons aussi pourquoi il y avait la difficulté à trouver quelqu'un, en fait, pour produire ce film. C'est parce que c'est la façon dont il est, en fait. Ouais. En même temps, j'aime aussi, ça. Je trouve que... excuse de te couper. Ça aussi, je trouve que... J'ai ce point commun-là avec, j'ai un méchant caractère de cochon, dans le sens que moi, quand ça marche pas à mon affaire, tu me connais un peu, là. Ouais. Fait que ça, c'est... Tu peux continuer, mais je trouvais ça super qu'un gars comme lui ait réussi à faire ça. Ça veut dire qu'il y a de la place pour ça, là. Non, désolé, parce qu'on dirait que t'avais bug à un moment donné. Oh, excuse. T'avais-tu entendu, ouais? Oui, j'avais entendu, okay. C'est juste l'image qui était restée fixe, fait que j'hésitais un peu. Mais non, c'est ça, mais des fois aussi, c'est important aussi de penser outside of box, parce que, tu sais, t'entends plusieurs réalisateurs que ils ont des idées, mais là, au lieu de se battre pour leur idée, ils se renferment, puis ils se laissent un peu comme dominer, en fait, par la production. Tandis que j'ai l'impression que Jean-Marc, s'il voulait quelque chose, parce qu'il savait ce qu'il faisait, en fait, il disait pas ça, je veux ça, parce que, je vais payer des millions pour une église. Pas parce que c'était pour le plaisir, c'est parce qu'il avait déjà imaginé en tête, il voyait déjà son montage en tête. Ça qui est intéressant, c'est qu'il était capable de comme, être sur le set, puis de visualiser un montage de son film. Comme... Puis ça, c'est quelque chose aussi que je trouve qu'il y a des réalisateurs réalisatrices n'ont pas encore développé ça, parce que c'est important tu fais ton film, puis tu l'imagines déjà comment tu vas l'être. Parce que sinon, si tu dis, OK, mais je vais faire telle scène, mais qu'au final, tu sais que ta scène, elle va pas fitter avec ton film, mais tu le fais pareil, tu sais, ça crée une perte de temps, ouais. Ça doit arriver à un réalisateur qui sait absolument pas ce qu'il veut, mais que les shots sont belles, puis que le monteur doit quasiment sauver le film en montage, là. C'est vrai. Est-ce que ça arrive souvent quand même, ou c'est quand même assez rare? Selon ton expérience, là? Ben, selon mon expérience, oui, ça arrive. Ça arrive souvent, comme en ce moment, là, je peux pas en dire plus, mais on travaille sur un long métrage. Puis si tu regardes le scénario, puis tu regardes le résultat final, c'est tellement pas la même chose. Puis en plus de ça, moi, je trouve que le montage final de ce projet est meilleur que le scénario. Parce qu'ils ont enlevé comme plein de scènes, il y avait plein de scènes qu'ils ont enlevées, qui sont filmées, que ça fitait juste pas, en fait. Puis c'est drôle parce que quand j'avais lu le scénario de ce long métrage, il y avait des scènes que je lisais, que je me disais, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça fait avancer l'histoire? Puis quand je vois la monteuse, elle a comme tout switché, elle a enlevé des scènes, elle a mis des scènes un peu plus tôt. Puis là, j'étais comme, je lui ai dit comme, wow, on dirait que le film est comme meilleur, en fait. Je trouve, Et est-ce que le réalisateur était d'accord avec ce que la monteuse faisait? La réalisatrice, oui, c'était une réalisatrice. Mais oui, il y avait j'ai pas entendu de gros débats, quoi que ce soit, mais à ce qui m'a intéressé, ils étaient sur la même longueur d'onde. Ouais, parce que c'est ça qui est touché aussi, c'est que des fois, tu peux avoir un réalisateur correct avec une excellente monteuse ou un super réalisateur, mais aussi avec une excellente réalisatrice. Fait que là, à ce moment-là, il faut aussi que chacun donne du jus à l'autre, là. C'est que tu peux pas tout mettre ce que tu penses. Des fois, je sais que des fois c'est dur de couper des scènes, là, quand tu as une image en tête, mais pour le bien du film, je pense que des fois il faut que tu saches laisser aller aussi, là. Non, c'est ça, puis surtout que si tu veux pas couper des scènes qu'il faut que tu coupes, mais ton spectateur, il va sentir en fait que la scène elle est trop lourde. Fait que, ça sert à rien de le garder juste pour ton plaisir. À un moment donné, oui, c'est plate de dépousser de l'argent pour cette scène-là, mais c'est mieux de l'enlever que de le garder puis que tout le monde est comme déçu ou frustré, comme « Ah, pourquoi cette scène? » Blablabla. Disons,
Follow Your Guts, I mean. Ouais. Puis, en revenant à Vallée, un réalisateur qui réalise, mettons, il n'y en a pas, là. Je veux dire, qui réalise comme lui, il a vraiment sa griffe personnelle. On t'arrive en montage, puis le réalisateur, lui, il a 1000 shots. Parce que on s'entend que Vallée, des fois, envoyait une équipe B tourner des petites shots pour par-ci, des petites shots par-là. Il y avait une équipe B pour tourner des inserts, en fait. Mais lui, il savait exactement ce qu'il allait faire avec ces inserts-là. Fait que quelqu'un qui fait ça, qui tourne tout, mais qui arrive en montage, puis que c'est compliqué, là. Il faut que le réalisateur sache exactement il s'en va avec son montage à ce moment-là. Là. C'est impossible de monter du ballet en sachant pas où ce que tu t'en vas, là. C'est ça. Il y a trop de détails, je pense, non? Dans son montage? Trop de détails? Dans le sens, trop de détails pour pas savoir où tu vas, là. J'essaie de comprendre, comme... T'as-tu un exemple, par exemple? Ben, en fait, c'est que si tu regardes, mettons, juste... t'as vu la série Big Little Lies, non, hein? Non, j'ai pas vu la série, OK. non. Fait que Big Little Lies, tu sais, t'as beaucoup de scènes où t'as l'histoire principale, mais t'as beaucoup de flashbacks ici et là. Puis il y a vraiment beaucoup de flashbacks qui s'insèrent dans les scènes. À chaque fois qu'il y a un événement déclencheur ou quasiment un drame, une émotion. Fait que les flashbacks arrivent. Sauf que les flashbacks sont pas tournés avec la scène principale. La scène principale est tournée, mais les flashbacks sont tournés en insert, dans le fond. Ah, ok, je comprends. Fait que il faut absolument que le réalisateur soit impliqué beaucoup dans ce montage-là. Là. C'est Vallée le faisait, son montage. Fait que c'est sûr que c'est plus facile pour lui de savoir ce qui s'en va. Mais tu sais, si... ça. Exemple, moi, je te tourne, je sais pas, moi, 90 plans. Puis j'ai 30 plans de flashback. Puis je te donne ça. Puis je fais comme, OK, ça va être de même. Mais, tu sais, il faut quasiment que je sois à côté de toi. Puis qu'on le monte ensemble. Là. C'est vrai, parce qu'en même temps... C'est pas évident non plus de savoir comme d'avance, ok, mais j'ai 90 plans, mais moi je sais que c'est ça, ils les aiment. Ou sinon, je veux monter de telle façon, mais au final tu me dis, non mais moi c'est pas comme ça que je l'imaginais. Fait que c'est sûr et certain que la présence du réalisateur est très importante dans ce cas-ci. Ouais. Mais en même temps, c'est aussi important que les directives du réalisateur sont claires. Ouais, c'est ça, exact. Parce que, tu sais, c'est sûr que se ramasser avec 120 plans, puis qu'on dit, OK, fais quelque chose. Et t'es comme, OK, mais tu veux que je fasse quoi? Puis là, tu lui poses des questions, puis même lui-même, il sait pas qu'est-ce qu'il fait. Ouais, exact. C'est déjà arrivé, fait que... Ouais, c'est clair, mais je pense qu'il faut que tu fasses le travail pour comprendre le travail. C'est vrai. Tu sais, Jean-Marc Vallée était très, comme on disait, un peu tête de cochon. Il voulait absolument avoir ses affaires comme il voulait. Puis lui, il était monteur. Fait que pourquoi? Oui, il travaillait avec des monteurs, il travaillait pas tout seul, mais l'essentiel du film, c'est lui qui le montait. Puis pourquoi t'engagerais quelqu'un ou pourquoi tu te chamaillerais avec quelqu'un quand c'est déjà dur de tourner un film quand tu peux le faire toi-même? Non, c'est ça. Puis que tu le fais bien en plus, tu sais, fait que... Puis d'ailleurs, je sais pas si tu le savais, mais dans ses films, souvent, il changeait son nom au montage. Ah, je savais pas ça. Mettons, monteur, je pense que je l'ai pas avec moi le nom, mais monteur, c'était pas Jean-Marc Vallée, c'était, mettons, producteur exécutif Jean-Marc Vallée, réalisateur écrit et réalisé par Jean-Marc Vallée, mais monteur, il mettait un nom fictif. Ah! Un nom qui n'existe pas parce qu'il disait... S'il faut que mon nom soit partout, ils vont faire comme, ben voyons donc, il laisse rien à tout le monde, c'est fatigant, genre. Parce qu'il voulait pas que son nom soit trop présent, déjà qu'on savait que c'était un de ses films, puis qu'il était producteur exécutif dans ses projets. Fait qu'il a inventé un nom fictif pour le montage. Faut pas qu'on pense que c'est pas un team player. Genre, ouais, exactement. Ouais. Exactement. C'est quand même drôle. Puis par rapport à la musique, chose que je savais pas, c'est que l'inspiration de sa musique, ça vient de son père, parce que son père était, dans les années 60, qui était à la radio de CKAC. Puis il travaillait de nuit, puis il faisait souvent rouler des grosses musiques comme qu'on retrouve dans les films de ballet, du Led Zeppelin, du Pink Floyd, des Rolling Stones, tout ça. Puis pour revenir à Crazy, le budget
juste le budget de musique de Crazy a coûté 800 000 $. 800 000 $ de la poche de Jean-Marc Vallée. Donc, Jean-Marc Vallée a pris le salaire, son salaire à lui, pour payer les droits musicaux parce que lui, il tenait. Fait que c'est même pas un budget qu'il a eu pour ça, c'est son cachet personnel de son film pour la musique, pour donner exactement ce que c'était. Puis, en 2021, l'année qui vient de passer, en fait, Crazy a été remasterisé parce que les droits étaient plus bons. Fait que Jean-Marc Vallée a repayé ce montant-là pour réavoir les droits pour 10 autres années. Fait que je sais que moi, la version que j'ai achetée de Crazy, c'est la vraie version avec Pink Floyd, les Stones, puis remasterisée. Puis je sais qu'il avait fait un vinyle de Crazy aussi, que je trouve pas. C'est vrai. Je le trouve pas, puis je le veux, là. Faut que je le trouve parce que j'ai plusieurs vinyles, là, mais je veux vraiment ce vinyle-là. Mais c'était même Crazy aussi, comme je me souvenais que le producteur disait, il nous expliquait à quel point ça avait comme tellement coûté de cash, parce que quand le film était sorti, ils n'avaient pas encore acheté les droits. Puis là, ils ont failli justement aller en cours pour ça, fait qu'ils devaient payer tous les droits musicaux, ouais. Led Zeppelin a jamais voulu donner son accord à Jean-Marc Vallée pour les droits musicaux. Puis dans la série Sharp Object, qui est, si je me trompe pas, la dernière série qu'il a réalisée, que j'ai vue, que j'ai adorée d'ailleurs avec Amy Haddam, la trame sonore de Sharp Object, c'est du Led Zeppelin complet. Fait que Led Zeppelin, le chanteur de Led Zeppelin, a finalement cédé à Jean-Marc Vallée 10 ans plus tard, parce qu'on sait qu'il n'avait pas abandonné. Non, c'est ça. 10 ans plus tard, Jean-Marc Vallée a mis du Led Zeppelin de A à Z dans Sharp Object. Qui fit tellement. Parfaitement, c'est ça. C'est fou ce qu'il fait avec ça, puis c'est juste malade. Fait que Crazy, selon moi, son plus grand succès. Après Crazy, c'était en 2006. Après Crazy, il a fait un film qui a bien marché, mais que moi, j'ai pas aimé ça. Ça s'appelle Young Victoria. C'était un film d'époque avec... Ah là, je suis mauvais, j'ai oublié son nom. C'est qui joue dans... Ah ouais, je pense que j'ai même pas... je l'ai même pas dans mes notes. C'était qui? C'était la fille de... Ouais, j'ai oublié son nom. Fait que Young Victoria. Un film d'époque de royauté en 2009. Qui n'était pas produit par Jean-Marc Vallée. OK. Et le montage était pas fait par Jean-Marc Vallée. C'était par qui? C'était une autre personne. Jean-Marc Vallée a touché un peu au montage, mais c'est pas lui qui avait le montage final. Puis je pense que c'est pour ça que j'ai pas aimé ça. Puis Jean-Marc Vallée avait passé à Tout le monde en parle pour parler de Young Victoria. Puis il avait demandé s'il aimait le film. Puis il avait fait... J'aime le film, mais je retravaillerai plus jamais avec ces producteurs-là. Parce qu'ils n'ont jamais voulu laisser le montage à Jean-Marc Vallée parce que ils trouvaient que de la façon qu'ils montaient, ça se pouvait pas. Et comment tu montes ça, un film? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok. Est-ce que tu as vu Crazy? Tu sais, est-ce que tu as vu Crazy? Ouais. Bon, ben, pourquoi si tu as vu Crazy que tu dis que mon montage fonctionne pas? Tu sais, je veux dire, fais-moi confiance, là. J'ai quand même fait mes preuves avec un bon film. Fait que, tu sais, pourquoi tu me laisserais pas le montage? Puis, ça, c'est drôle parce que... Ah, puis l'actrice que je cherchais, là, j'étais à la fin de recherche, c'est Emily Blunt. Oui. Fait que c'est elle que je cherchais. Oui, je faisais une recherche, mais je voulais attendre que tu finisses de parler. Ah, excuse. J'avais vu, non, c'est correct. Mais ouais, c'est ça. Puis quand il a signé avec HBO pour la série Big Little Lies, le montage est encore un enjeu. Parce que Vallée a dit, moi je vais monter Big Little Lies comme un film. Puis c'était 8 épisodes de 1 heure chaque, donc 8 heures. Fait que quasiment 2 films et demi. Là. Puis lui, il a monté ça comme un film, puis il a coté après ces épisodes de même. Puis ils ont fait comme, ben voyons donc, tu peux pas faire ça, c'est pas de même qu'on tourne une série. T'as jamais tourné de série avant? Non, j'ai jamais tourné de série, mais moi c'est comme ça que je vais le faire.
Puis ils ont fait, OK, on va essayer. Big Little Lies a rapporté je sais pas combien de trophées. Là. Bien oui. Fait que... Ouais, Young Victoria, tu l'avais-tu vu? Non, j'avais pas vu. J'avais entendu un petit peu parler, mais j'avais pas regardé le film, non. Mais c'est... Qu'est-ce que j'allais dire? C'est que... Mais c'est intéressant que tu dis que, justement, qu'il veut pas... qu'elle n'ait pas travaillé avec ces gens-là, avec ces producteurs, parce que... Comment dire ça? Tu sais, souvent, souvent, quand t'as un niveau, t'as comme des producteurs qui sont comme trop conservateurs dans la méthode, comme, OK, toi, t'es un réalisateur, tu peux pas toucher au montage, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Fait que c'est sûr et certain que non seulement ça a affecté la créativité de Jean-Marc Vallée pour faire ce film-là, puis aussi, j'allais te poser la question, est-ce qu'il avait fait un director cut de ce film? Non. Ou il a juste laissé faire? Je pense pas qu'il y ait de director cut, en tout cas. Mais moi, je pense que ça l'a épuisé puis qu'il a fait, OK, regarde, on va le faire, là. On va le finir parce que je me suis engagé. Mais non. Mais tu sais, parce que j'ai comme Vas-y. Non, vas-y. Ah, mais j'ai comme l'impression que c'est comme si que c'était le studio, en fait, qui prenait le contrôle. Parce que souvent, il y a plein d'histoires qui arrivent. T'as le réel qui fait un film, t'as un super de Montréal qui avait fait un film avec succès, on lui donne un contrat de faire un autre film, mais au lieu de lui laisser encore comme, OK, mais on te laisse utiliser ta créativité, te pousser, oh non, il faut qu'on fasse à notre façon à nous. Puis souvent, c'est ça qui va décevoir un peu les fans. Comme je t'avoue pour vrai que si j'avais entendu que Young Victoria était bon, je l'aurais vu. Mais le fait que j'ai même pas entendu parler de ce film-là, pour moi, ça donne un signe, OK, c'est pas un film de Jean-Marc Vallée, comme... C'est un film qu'on a juste collé le nom de Jean-Marc Vallée juste pour attirer les gens. C'est exactement ça, en fait, parce que même dans les entrevues, à part quand on lui pose la question, il en parle pas. C'est ça. Parce que lui, je pense qu'il veut pas donner non plus de crédibilité à un producteur ou à une boîte qui a pas laissé... pas nécessairement carte blanche, parce que t'es pas obligé d'avoir carte blanche tout le temps. Il y a des affaires que tu peux pas nécessairement faire, mais au moins fais confiance au gars. Là. Le gars, c'est un monteur. Même sans avoir de gros succès à part Crazy avant ça, il avait quand même remporté des prix de court-métrage. C'est pas un no-name. Il a quand même gagné des prix prestigieux. Là. Fait en tout cas, mais les Américains aussi... c'est ça. C'est une hiérarchie. Exactement. Ouais. C'est une hiérarchie. Pour moi, Young Victoria, c'est pas mal le point faible dans sa carrière, puis c'est pas de sa faute. Fait que, c'est un peu le film que j'efface de ce que j'ai vu. Puis, honnêtement, moi, j'ai regardé ça en me disant, mettons, le premier film que j'ai vu, c'est même pas Crazy. Le premier film que j'ai vu, c'est Café de Flore. Oui. Là, après ça, je suis allé voir Young Victoria, puis j'ai fait comme, du ballet, puis là, j'ai fait, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, après ça, j'ai fait comme, OK, peut-être que c'est un one-hit wonder ou... j'avais pas vu Crazy à ce moment-là, tu sais, après ça, Crazy, puis là, les autres films qui embarquent, puis je suis comme, OK, non, c'est vraiment, il y a quelque chose qui s'est passé dans ce truc-là. Fait que... Après, on passe directement à ton film préféré, qui est Café de Flore, en 2011. Est-ce que tu l'as vu à la sortie, ça? Ou quasiment? Non, je l'avais pas vu à la sortie. Parce que comme je te disais, j'ai découvert Jean-Marc Vallée un peu tard, en fait. Comme, tu sais, j'avais comme quoi, quand j'ai découvert, j'avais 18-19 ans, en fait. OK. Parce que j'ai regardé Liste Noire. Puis après ça, j'ai vu Crazy. Puis après, là, j'ai vu Café de Flore. Back to back, ouais, ça c'est quelque chose. Hein. Est-ce que J'avais tu as préféré Crazy? Hein? Non, j'avais fait même comment on appelle ça? Une dissertation sur Café de Flore. Ouais. Est-ce que tu l'as encore? C'est ça, je pense que je l'ai encore. Wow, ça, faut que je lis ça. C'est intéressant de voir ça. Ouais, je pense que sûrement dans mes...
Je sais que c'était à l'UDM. Attends, je vais checker mes affaires. Pense-y, Red, on est surtout pas en podcast. Ouais! C'est pas vrai, tu te liesses. Est-ce que t'as préféré Café de Flore ou Crazy? T'as le droit d'aimer plus Café de Flore que Crazy, là. Chaque goût est dans la nature. Hein. Crazy, j'avais beaucoup aimé, mais je dirais que Café de Flore, c'est venu beaucoup plus me chercher. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Ouais, c'est pas un mauvais choix. Puis, je sais pas si t'es d'accord, il y a une ligne tracée dans tous ces projets puis dans tous ces films qui est souvent autour de la famille. Là. C'est vrai. C'est vraiment tout ce qui se passe autour de la famille. C'est vrai. Des relations proches, soit familiales ou de couple. Fait que c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose que je portais pas beaucoup attention avant quand je voulais faire des projets. Que j'y allais souvent par instinct. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je trouve cool à faire, tu sais, qu'est-ce que... Puis maintenant, on dirait que quand tu vas chercher, mettons, un point personnel dans ta vie, tu essaies de trouver quelque chose dans ta vie qui... soit qui marche pas ou qui marche bien. Puis si tu parles de ce sujet-là à plusieurs époques de ta vie, on dirait que ça peut construire une histoire intéressante. Fait que, tu sais, c'est souvent ça aussi qui fait les meilleurs films, là. Ça part d'histoires personnelles, là. C'est vrai, c'est vrai. Fait que le filon, je pense... D'après moi, le filon principal de Jean-Marc, c'était la famille. Ah oui, oui. Mais comme là, tu t'en parles, puis pour vrai, c'est là que ça me fait penser que c'est vrai qu'il y avait beaucoup... C'était souvent la famille, le sujet principal. Tu sais, Crazy, Café de Flore. Oui. Darius Buyers Club, un peu moins peut-être. Wild Demolition, c'est ça. Big Little Lies, c'est ça. Sharp Object, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Liste noire, plus ou moins, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, ben, c'est comme... Liste noire, il avait pas trouvé son style, comme tu disais tantôt, là. C'était quasiment plus expérimental. Là. C'est ça, c'est le mot que je pensais, justement, expérimental. Ben, c'est le petit côté expérimental que j'avais aimé. Il a essayé des petits trucs, puis ça... Il y a eu des bons flashs, d'après moi, c'est plus ça. Fait que Café de Flore, très bon film. C'est aussi la façon que c'est présenté, je trouve, la couleur du film est très fade un peu. Puis on dirait que t'as quasiment le goût d'être triste tout le long du film, la façon que c'est présenté. C'est un peu, pas délabré, mais tu sais, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là, la façon... Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que ça vient avec les émotions des personnages aussi. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça fit très, très bien, en fait. Parce que c'est sûr que, tu sais, comme tu dis, c'est un monde qui est triste. C'est sûr que tu veux pas trop que ce soit saturé, en fait. Parce que c'est intéressant, c'est que tu as une famille avec un DJ, parce que justement, ça fait en référence à ce que Jean-Marc Vallée disait à Isabelle Boulay. Il est comme un DJ. Ouais. Mais t'as le DJ que tu penses que sa vie est supposée être flash, il y a l'activité, il y a la joie, mais que la couleur est quand même assez, comme tu dis, fade. Mais t'as aussi, quand ils sont en France, avec la femme qui rencontre la psychologue, mais c'est aussi fade, en fait. Fait que c'est comme si ça permet justement, c'est comme si que tu pouvais sentir... Je sais pas si on peut dire ça, que tu sens qu'il y a une connexion de ces deux mondes-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ouais, je pense que c'était ça un peu le message, puis il y a une affaire que je trouve vraiment le fun de lui, puis ça, je vais faire une transition directe vers Dallas Buyers Club, parce que je sais que dans Dallas Buyers Club, il y a beaucoup tourné comme ça. C'est que en 2013, il a fait Dallas Buyers Club, qui était probablement... en film, son plus grand hit américain. Ah oui. Avec, moi, je suis pas gêné de le dire, un de mes acteurs préférés, Matthew McConaughey. Écoute, Matthew McConaughey, il est drôle, il peut jouer drôle, charismatique, il peut jouer le gars sexy qui a joué beaucoup au début de sa carrière. Puis avec Darius Buyers Club, ce que Jean-Marc disait, puis ce que je pense aussi, c'est que Matthew McConaughey voulait briser un peu la façade du gars sexy drôle. Tu sais, le gars qui joue dans les comédies romantiques, si on veut, là. Fait qu'avec ça, Darius Buyers Club, Matthew McConaughey a perdu énormément de poids. Oh oui. Pour jouer un gars qui avait le sida. Puis, je pense que Jean-Marc voulait qu'il perde 30 livres.
Puis à 30 livres, il a dit « Ok, c'est beau Mathieu, on est good. » Puis Mathieu a fait « Non, je suis capable d'aller plus. » Fait qu'il est allé plus loin encore. Wow. Je me souviens pas exactement le poids qu'il a perdu, mais il est allé plus loin là-dedans. Quasiment sans rendre malade. Là. Si vous regardez ses films après Dallas Buyers Club, il a eu beaucoup de difficultés à reprendre son poids par la suite. Fait que ça, c'est très dangereux. Là. C'est des trucs... il y a beaucoup d'acteurs qui font des changements drastiques comme ça. Je pense que Christian Bale le fait aussi souvent. Là. Ah oui. Fait que... ceux qui connaissent pas Christian Bale, c'est celui qui avait fait les Batman, entre autres, de Christopher Nolan. Et plein d'autres bons films. Là. Mais ce que je voulais dire exactement, c'est que Dallas Buyers Club, la façon que Jean-Marc tournait ça, puis il tournait beaucoup de ses films, c'est caméra à l'épaule. Tu sais, souvent, en tant que réalisateur, ou quand tu veux, genre, t'améliorer pour faire des plus beaux projets, tu penses souvent à la caméra comme tous les beaux plans, bien placés, la lumière parfaite. Mais avec Jean-Marc, c'était pas ça. C'était vraiment plus dans l'émotion, genre du monde. Ouais. Puis, je t'avoue que moi, j'étais pas, en fait, trop dans ce mood-là avant, parce que j'aimais bien l'image parfaite, puis... Mais on dirait qu'en vieillissant, puis pas seulement à cause de Jean-Marc Vallée, là, j'y donne beaucoup de crédit pour ce que je pense, mais pas tout quand même. Mais, caméra à l'épaule pour vraiment être dans l'intimité des gens. Puis, tu sais, ça shake de temps en temps. Puis dans Dallas Buyers Club, à un moment donné, il a juste comme fait sortir toute son équipe au complet pour pouvoir tourner en 360 puis donner la liberté aux acteurs de se promener comme ils veulent. Puis en même temps, c'était filmé qu'avec de la lumière naturelle. Oui, c'est vrai. Ça, je sais pas ce que tu en penses là-dedans, là, de ces deux sortes de façons de filmer là. Je sais pas ce que tu préfères aussi. Là. Mais je te dis que la façon de filmer, tout va dépendre du style du film. Par exemple, il y a des films que tu vois que genre qui sont filmés genre full droit, parfait, beau, mais que ça ne fit pas en fait avec l'histoire. Tu sais, j'ai déjà vu des films comme un film français dont j'oublie le nom parce que le titre est super long, mais c'est un film de comme 3 heures, puis c'est juste caméra sur trépied. Ok, ouais. Puis, oui, il n'y a pas de caméra à l'épaule, ça bouge pas, sauf que le fait que c'est toujours statique fit avec l'émotion du personnage qui est une femme justement très statique dans sa vie, genre vraiment qu'elle a une vie comme très boring, qui est full perfectionniste, qui veut comme que tout soit parfait, puis tu sens qu'au final, la caméra est encore parfaite, mais tu sens l'évolution du personnage qu'elle perd, qu'elle enlève tout ce perfectionniste en elle, comme si elle perdait un peu la tête. Ok. Fait que ça, je trouvais que ça fitait parce que ça fitait avec son monde de « moi, je suis une personne qu'il faut que tout soit comme tight possible ». Puis, tu sais, comme tu dis dans Dallas Buyers Club, quand tu sais, filmé avec la caméra à épaule, tu rentres dans l'émotion, tu rentres dans le personnage, tu rentres dans l'histoire, c'est comme si que tu rentres dans sa bulle, en fait. Fait que c'est sûr que si tu refais ce film, mais comme tu dis, caméra sur le trépied parfait, ça fait moins comme t'es moins dedans, en fait. C'est comme si tu étais juste un spectateur qui regardait des images au lieu d'être un spectateur qui participe dans l'émotion du personnage. Ouais, puis j'ai l'impression que c'est vraiment plus comme ça qu'il travaillait. Puis moi, je suis un gros fan de DOP lumière, tu sais, quand c'est quasiment parfait. Puis j'aime beaucoup que... J'aime beaucoup quand c'est dark, mais avec une lumière un peu, tu sais, c'est éclairé, mais sombre, tu sais, c'est beaucoup mon style quand je fais de la photo, quand je fais j'essaie de mettre ça dans mes projets vidéo films aussi, mais Dallas Buyers Club n'a pas eu un gros budget non plus, c'était très 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 limité, puis c'est pour ça aussi, c'est une des raisons pourquoi les scènes étaient tournées comme ça, pour aller plus vite, pour pouvoir tourner le maximum de scènes possible, puis en regardant Dallas Buyers Club récemment, excusez. En fait, je me suis tout retapé la filmographie au complet de Jean-Marc Vallée depuis son décès. Là. C'est aussi simple que ça, en fait. En regardant en ordre, avec Café de Flore puis Dallas Buyers Club après, j'ai l'impression que Dallas Buyers Club, c'est aussi une extension de Café de Flore. Je trouve que quand je te dis que c'est fade dans Café de Flore, dans Buyers Club, c'est fade, mais un petit peu plus éclairé aussi. Un petit jaune, tu sais, puis
c'est tellement parfait, l'histoire, que un mâle cowboy du Texas qui... Ouais. Moi, je suis un vrai gars, tu sais, moi, c'est des filles, une après l'autre, puis let's go. Puis la scène où ce qui finit par défendre Jared Leto qui est atteint du sida aussi. Mm-hmm. Fait que qui décide de défendre Jared Leto dans l'épicerie parce qu'il y a un de ses amis qui fait un commentaire un peu homophobe dessus. Mm-hmm. Ça, je trouve ça tellement là, tellement wow là, que je suis comme tabarouette, ça n'a aucun sens comment le personnage de Matthew McConaughey évolue. Ouais. Puis qui se rapproche du personnage de Jared Leto, que le personnage de Jared Leto il est magique là. Jared Leto, c'est un acteur aussi très... Ah oui, je l'adore. Très dans les détails, très... il s'imprime vraiment ses personnages dans tout ce qu'il fait. Là. Fait que... Puis encore là, Dallas Buyers Club n'a pas le budget. Pourquoi? Parce que t'as pas de reconnaissance encore envers Valley, parce que tout ce que t'as fait, c'est Café de Flore, puis Crazy. Mm-hmm. Mais ça commence à faire beaucoup, là. Café de Flore et Crazy, c'est deux... Café de Flore n'a pas été un gros succès au box-office, mais c'était un gros succès médiatique. Ouais. Puis c'était très bon. Puis, tu sais, Crazy, c'était un gros succès partout. Mais Dallas Buyers Club, le premier gros projet américain, a pas le budget. Puis Jean-Marc Vallée, avec tout ce qu'il a, puis sa caméra à l'épaule, puis sa petite équipe, il réussit à faire ça avec Matthew McConaughey puis Jared Leto qui embarque dans le bandwagon de Jean-Marc Vallée, qui font comme OK, ils nous donnent pas rien, on va faire ça, nous autres, qui méritent bien ça. Fait que moi, c'est ça, je pense que c'est son meilleur film américain. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que les Américains ont fait comme Jean-Marc Vallée, c'est un des nôtres. Là. Ouais. C'est plus un Québécois, c'est un Américain. Non, c'est ça! D'ailleurs, en parlant de ça, j'avais vu une entrevue qu'on lui demandait toi tu vis à Hollywood? Il dit non, moi je vis sur le plateau Mont-Royal. Il dit je loue des maisons, j'ai une maison à Venice Beach parce que je suis souvent là-bas et ça me prend une maison pour rester. Mais il dit sinon, moi je reste sur le plateau Mont-Royal, j'ai ma maison là, puis quand j'ai fini mon film, je reviens faire mon montage sur le plateau. Imagine un peu, tu tournes Dallas Buyers Club avec Matthew McConaughey aux États-Unis, puis tu reviens faire ce montage-là sur le plateau Mont-Royal avec ton petit Starbucks ou ton Tim Hortons. C'est quand même humble, là, tu sais, quand même. T'sais. Quand même. Honnêtement, moi j'aurais fait mon montage à Venice Beach. Je dis ça de même, là. Mais, tu sais, je trouve que ça en dit beaucoup sur le gars, puis que il a gardé son équipe montréalaise pour monter. Oui, ça c'est vrai. Son caméraman et son DOP, c'était les mêmes depuis quasiment le début aussi. T'sais, il aurait pu faire comme maintenant, je suis big, je passe à autre chose. Mais non, lui, c'est son équipe. Il est habitué de travailler avec à sa façon. Puis, il garde ça comme ça. Ben, juste le fait aussi qu'il décide de retourner au Québec. Comment c'est pas grave que je fais 2 heures, 4 heures d'avion. Moi, ça me dérange pas. Moi, je veux monter au plateau Montréal. ça dégage aussi qu'il n'y a pas comme... que son identité s'est pas disparu au fil des temps, en fait. Qu'il n'a pas fait genre, je suis big aux États-Unis, ben moi, je reste là, puis je m'en fous du Québec. Tu sais, comme tu dis, il est quand même humble. Ouais, puis j'ai jamais eu l'impression qu'il se prenait pour un autre. Même si tu le regardes, ses tapis rouges, tu sais, il paraît bien, il s'habille bien, puis tout. Il look Hollywood. Mais quand tu le regardes, pas qu'il veut pas être là, mais tu vois que moi, c'est pas ma place un tapis rouge. C'est ça. Ma place, là, c'est en train de monter dans mon logement, puis en train d'imaginer ma prochaine scène, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait que ça, c'est vraiment cool. 2014, là, à partir de ce moment-là, moi, en faisant mes recherches, puis en sachant très bien, j'ai mes réflexions. 2013, 2014, 2015, 2017, 2018 et 2017. Attends, en fait, 2013 à 2018, Jean-Marc Vallée a aucune pause. Wow. C'est film après film après film. Dallas Buyers Club, Wild, Demolition, et dans la même année et demie,
Big Little Lie puis Sharp Object back-to-back. Ça, c'est 2 séries de 8 heures. C'est vraiment beaucoup de projets back-to-back parce que là, il commence à avoir la notoriété aux États-Unis aussi. Fait que tout de suite, il embarque sur Wild avec Reese Witherspoon, qui est un film... c'est pas le film que j'aime le plus, mais je dois avouer que c'est un film qui est pas facile à faire parce que c'est quasiment un personnage tout seul sur la route tout le long. Il joue beaucoup avec la musique. Moi, c'est pas mon film favori, mais je dois avouer que ça a pas dû être facile à tourner. C'est pas facile de tourner alentour d'une personne seulement. Non. Puis, honnêtement, c'est quasiment... Young Victoria, pour moi, c'est son pire film. Mais après ça, je mets comme Wild juste avant. Je veux pas trop m'éterniser sur Wild. Je trouve que c'est un bon film qui a permis à Jean-Marc de connaître Reese Witherspoon et qui va faire une association avec elle plus tard pour travailler sur Big Little Lie, qui est devenu un projet très important dans sa carrière. 2015, un film sous-estimé selon moi, qui est Demolition, avec Jake Gyllenhaal, autre acteur sous-estimé selon moi. Tu l'as vu, Demolition? Non. T'as pas vu Demolition? Non. God damn! Faut que tu vois Demolition parce que Demolition, c'est vraiment un film basé sur la musique. C'est à ce moment-là, même l'acteur entend la musique qui joue dans le film. Fait que la musique se transporte dans le film. Il vit un truc familial. Il sait pas trop comment se sortir de ça. La musique l'aide beaucoup. Puis j'en ai mis des extraits au début du générique là. Oui, je me rappelle. Je trouvais ça intéressant. J'étais comme, je connais pas ce film-là. Je trouvais que ça avait l'air d'être bon, ouais. C'est vraiment un film sous-estimé. Vraiment triste aussi, familial. C'est triste, mais le personnage ressent pas nécessairement cette tristesse-là ou l'assume pas. Fait qu'il arrive un drame dès le début, que je te dirai pas vu que t'as pas vu, mais il arrive un drame dès le début, puis que le personnage, il est comme genre... Il est triste, mais on dirait qu'il fait comme, mais voyons, pourquoi, tu sais? Puis il continue sa vie, puis... Mais il fait plein d'actions qui fait que tu vois que ça l'a influencé, ce drame-là, en fait. Demolition, c'est le film le plus sous-estimé de Jean-Marc Vallée, selon moi, puis que je pense que tout le monde doit écouter ce film-là. Surtout, dans ce film-là, on reconnaît beaucoup l'art musical de Jean-Marc Vallée, en fait. Mais ça que je trouve un peu comme triste, parce que, tu sais, c'est plate parce que tu me parles de Demolition, mais c'est pas quelque chose que j'ai entendu de bouche à oreille ou sur les réseaux ou quelque part comme. Puis c'est vraiment quand tu t'as montré ta vidéo, j'étais comme ok, ça a l'air intéressant ce film-là, les plans ils avaient l'air bons. Là j'étais comme c'est quoi ce film? J'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler. Fait que c'est ça que je me trouvais comme j'étais comme ok, c'est un peu triste que t'entends juste tous les gros films, mais qu'après ça, tous les autres films qu'il a fait, là, c'est là que t'entends moins parler. Je me souviens même pas qu'il était au cinéma. Je sais pas si toi, tu l'avais vu au cinéma ou... Non, moi, c'est un de mes amis qui m'a fait découvrir ce film-là parce qu'il y avait beaucoup de Jake Gyllenhaal. Puis, par la bande, j'ai su plus tard que c'était un valet parce que j'étais pas tant à l'écoute, puis... aux aguets de qui réalisait quoi, puis que j'écoutais vraiment juste des films pour écouter des films, là. C'est ça. Puis ça fait pas tellement longtemps, c'est peut-être 10 ans là, que je suis vraiment plus genre into it, là. Avant ça, j'écoutais des films beaucoup, mais je m'en foutais un peu. J'étais plus cinéphile que vraiment dedans, là. Puis je pense que c'est un succès underground, en fait, Demolition, parce que Jake Gyllenhaal a aussi travaillé avec Denis Villeneuve. Puis Denis Villeneuve, en fait, il a beaucoup travaillé avec Denis Villeneuve. Puis Denis Villeneuve, c'est un des bons amis de Jean-Marc Vallée. C'est nos deux Québécois, là. Nos deux vrais réalisateurs québécois, les deux seuls. Je vais préciser les deux meilleurs et les deux seuls. Un petit inside ici que pas grand monde va comprendre.
Mais ouais, c'est ça. Je pense que c'est Denis Villeneuve qui a conseillé Jake Gyllenhaal, si je me trompe pas, à Jean-Marc Vallée. Puis Jean-Marc Vallée avait évidemment vu les projets de Denis Villeneuve. Puis il avait joué dans Enemy. Je sais même pas si c'est quoi Enemy avec Denis Villeneuve. Non, c'est avec Jake Gyllenhaal aussi. Puis c'est un film quasiment. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à Demolition, mais un peu différent en même temps. Ok. Fait que ça aussi, c'est un film à voir, Denis Villeneuve, Jake Gyllenhaal. Quand je disais qu'il arrêtait pas, après Wild, Dallas Buyers Club, Demolition, il va réaliser sa première série en 2017, le succès Big Little Lie, avec 4. C'est l'histoire de 5 femmes extraordinaires, en fait, qui vivent tous des drames. Il y a Nicole Kidman qui joue une femme battue par son mari, elle se fait battre, mais il se réconcilie tout le temps avec le sexe. Ils ont un peu une relation bizarre. Ils ont 2 enfants à travers ça. Ils essaient de se cacher pour quand se fait violenter. Est-ce que les enfants ont vraiment vu? Puis chaque personne a des enfants à travers ça. Fait que c'est beaucoup familial encore. Il y a une nouvelle femme qui arrive dans le décor puis qu'elle a un enfant puis qu'elle a de la misère à se faire accepter. Mais Reese Witherspoon, son personnage, qui est un peu la doyenne du village, si on veut. C'est pas un village, là, mais de la ville qui aide là-dedans. Puis elle a une relation un peu malsaine avec ses enfants ou son ex-mari. Beaucoup de bons acteurs là-dedans aussi. Il y a Zoe Kravitz que moi j'adore. Là, pour vrai. Elle est pas juste belle, elle est super talentueuse. Là. Fait que Zoe Kravitz, une de mes actrices préférées avec les années. Là, je pense qu'on va en entendre souvent parler. Puis Big Little Lie, là on switch complètement avec le montage. C'est du Grand Vallée. Là. Wow, il a poussé son montage à un autre niveau carrément. Là. Cette série-là, je l'ai écoutée 3 fois. Puis oui, l'histoire est bonne, là, mais pour le montage, je l'ai écouté une fois pour voir, une fois pour l'histoire, mais 3 fois pour le montage. Puis j'essaie de comprendre des fois comment il pense. Puis j'ai l'impression que personne ne sait comment il pense. Puis je trouve que même moi, je trouve que pour vrai, je trouve que c'est quand même pas mal bright, pas mal smart de monter comme toutes les séries en un film, en fait. Ouais. Parce que comme ça, tu vois l'évolution, en fait, de genre sur chaque épisode. Parce que souvent, t'as plusieurs séries que c'est juste comme, OK, mais on monte comme ça, mais que quand tu regardes l'ensemble, il y a rien qui fait du sens, en fait. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Ouais. Mais j'ai l'impression que vu c'est plus chargé comme travail, c'est plus comme je vais pas dire compliqué, mais c'est plus de charge, c'est plus de travail. Mais les gens, ils préfèrent monter de série par série que de faire comme Jean-Marc, de faire comme un film. Puis je trouve que monter de ces façons, c'est plus efficace. Oui, parce que tu tournes... Oui, tu vas tourner au bout du montage, c'est l'équivalent de 8 heures. Fait que c'est énormément. C'est quasiment un 5-6 mois de tournage. C'est énorme, mais tu le montres au complet. Puis après ça, tu le cotes comme tu veux parce que toute ton histoire, elle change pas. Là. Ton histoire reste... Au début, ces femmes-là vivent chacun leur drame. Puis à la fin, dans le fond, l'histoire aussi, c'est qu'il y a quelqu'un qui meurt. Puis tout au long, on veut savoir c'est qui meurt. Fait qu'on voit tout le avant jusqu'à la soirée du drame. C'est ça. Mais, entre-temps, t'as des intervenants qui parlent comme à la caméra, ils brisent un peu le mur pour dire, mettons, j'ai toujours su, elle, qui était un peu spéciale. Puis là, tu sais, c'est comme une interrogation, mais à la caméra, tu sais. Fait que là, on comprend qu'il faut chercher c'est qui. On sait pas c'est qui. Il y a une intrigue là derrière ça. Mais pour vrai, l'intrigue devient tellement secondaire avec tout ce que les femmes vivent que tu veux vraiment entrer dans leur histoire. Fait que tu sais, c'est très, 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 très familial. Plus une intrigue. Ouais. Puis à la fin, quand tu le découvres, l'intrigue, tu fais comme... Wow, makes sense. Mais tu sais,
ça reste la même histoire, mais racontée différemment. T'sais. C'est ça. Fait que ça, c'est juste fou. Puis je pense qu'à partir de ce moment-là, tu sais, Big Little Lie a remporté, comme j'ai dit, un nombre X de prix. Jean-Marc Vallée, après ça, tu sais, il avait signé l'année d'après pour Sharp Object. Il y avait une autre série qui s'en venait, Gorilla and the Bird avec HBO. Que j'ai pas vraiment regardé c'était quoi l'histoire, mais moi j'avais hâte parce que HBO, habituellement, comme Vallée disait, donne beaucoup de liberté parce qu'ils ont un gros budget aussi. Puis ils sont très. Tu sais, tu peux aller loin là, avec. Je sais pas si t'as écouté la série Euphoria là, sur HBO. Là. Ça me dit de quoi? Mais tu sais, j'ai pas de. Ouais. J'ai pas HBO. Non, je sais, mais ça va très loin. Très, 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 très loin. Fait que c'est mais très, j'avais entendu des critiques là-dessus, des gens qui en parlaient. Ouais. Il faut que tu checkes ça pour la réalisation. Là. C'est un masterpiece, là, pour vrai. Ouais, quand je regarde ça, ça me fait exactement la même chose que quand je regarde du ballet. C'est vraiment bien raconté. Ah, mais oui, j'avais entendu. Oui, c'est avec Zendaya, là? Oui, j'avais entendu parler. Puis surtout, comme ce que j'avais entendu surtout, c'était que chaque personnage, la façon qu'elle s'habillait, comme surtout leur. Comment on appelle ça encore? Je vais pas dire costume, mais. Chaque costume fitait avec les personnages, en fait. Ouais. Ben, je me demande, c'est Sam Levinson qui a écrit puis qui a réalisé ça. Puis je me demande vraiment, j'aimerais ça savoir si c'est inspiré de Jean-Marc parce que le montage, comment c'est fait, comment c'est tourné, c'est pas la même DOP du tout. Là. Lui, c'est vraiment plus dans de la grosse DOP. Mais la façon que c'est filmé, puis de la façon que la musique, il y a vraiment beaucoup de bonne musique là-dedans. Puis je me dis tout le temps, tabarouette, peut-être pour ça que ça me fait penser à du ballet, tu sais, les trames sonores sont écœurantes, puis ça arrête pas, là, c'est une après l'autre, puis tu sais, la petite émotion quand tu reconnais une tune, tu fais comme, oh shit, ça fait longtemps que j'ai pas entendu, c'est bon, ça fit avec le montage. Mais c'est ça, Big Little Lies, c'est ça, aussi, puis cette série-là est juste magnifique, c'est un bijou, c'est une anthologie qui va rester longtemps. Je pense que les actrices et les acteurs ont tous témoigné leur hommage à Jean-Marc quand il est décédé aussi, puis l'amour qu'il avait pour lui, les enfants, puis tout. Puis dans Sharp Object, après, c'était la même chose. Sharp Object, c'était une série très familiale que Amy Adams, c'est une recherchiste pas une recherchiste, une journaliste qui va dans son patelin, puis elle a des problèmes avec sa famille, avec sa mère, une relation tordue. Puis elle se mutile, elle boit, puis elle cherche un drame parce que sa petite sœur avait été assassinée par un tueur quelques années avant. Puis là, ça revient de plus belle dans le patelin, puis il faut qu'elle trouve c'est qui. Puis à travers ça, à travers la relation très difficile entre elle et sa mère, son père... Son père, c'est juste le gars calme qui accompagne la folle. Puis que lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est que, encore là, du Grand Valet, lui s'enferme dans sa pièce de vinyle, puis il écoute les meilleures pièces pour le relaxer. Pour se relaxer, puis ces pièces-là se transpercent dans la série. Du Led Zeppelin. Il y a plein d'artistes musicaux que j'ai découverts à travers cette série-là que j'écoute encore aujourd'hui en boucle depuis genre 3 ans. Parce que c'est sorti en 2018, fait presque 4 ans. C'est comme si qu'il communiquait, en fait, Vallée, en fait. Le fait que le personnage est dans sa pièce en train d'écouter la musique, j'imagine Vallée, comme tu dis, sur le plateau Mont-Royal, dans sa chambre, qui écoute des vinyles toute la journée, qui ça le relaxe. J'ai l'impression que c'est chaque personne qui a un rapport avec la musique dans ses films, le DJ de Café de Flore, tu disais, le père dans Sharp Object, j'ai l'impression que c'est lui. Oui. C'est comme tu dis, c'est Jean-Marc Vallée dans la série, mais dans un autre personnage, fait que c'est très, très spécial de la façon que c'est proposé, en fait. C'est vrai. Puis
c'est pas juste de la musique pour de la musique, là, tu sais. Il met pas juste du Pink Floyd parce que c'est bon puis c'est populaire. Ouais. C'est parce qu'il aime ça puis que son père, comme je disais tantôt, était un gars de radio puis que lui il a fait découvrir dans les années 60 quand que justement ces groupes-là étaient dans leur prime. Fait que sûrement qu'il écoutait ça à la maison puis que là à la maison ça a comme réveillé une cloche à balai. Tu sais comment c'est là quand on est beaucoup influencé par les personnes avec qui on grandit ou si jamais on a une idole, ben c'est ça que probablement que lui c'était son père, son idole. Fait que malheureusement, c'était le dernier projet qu'on a vu de Jean-Marc Vallée, c'était en 2018, Sharp Object. Il y avait des projets en construction, comme j'ai dit tantôt, Yoko puis Lennon pour le film qui se fera probablement jamais, en tout cas pas avec Jean-Marc. Il y avait HBO Max aussi. Je pense que c'est Lady in the Lake. Apple TV, excuse. Puis Gorilla and the Bird à HBO. Puis il y avait d'autres projets aussi comme producteurs, exécuteurs qui s'en venaient. Par rapport à... Une petite note aussi par rapport à John Lennon puis Yoko, c'est qu'il a visité le Dakota Building, dans le fond, où ce que John s'est fait assassiner devant sa résidence. Il est allé, elle reste encore là-bas, il est allé visiter la chambre exactement pareil comme était dans le temps, elle a tout gardé. Puis j'aimais bien il avait expliqué dans le masterclass sa rencontre que il est rentré là, puis parenthèse, Yoko l'avait choisi parce qu'elle avait adoré Café de Flore. Fait que la raison pourquoi elle a choisi Jean-Marc, c'est Café de Flore. Fait que, ça te rejoint un peu dans le meilleur film. Je trouve ça quand même... de tous ces films qu'elle a vus, dans le fond, toute sa filmographie était finie à ce moment-là. Fait que elle, c'est Café de Flore qui a fait que c'est Jean-Marc qui va réaliser. Fait que ça, je trouve ça super. Là. Ça aurait pu être un plus gros succès américain, mais non, c'est Café de Flore qu'elle a choisi qu'elle a aimé le plus. Fait que, dans le fond, il est rentré dans la chambre, puis il parlait avec elle, puis il était impressionné parce qu'il était dans l'appartement de John Lennon, c'est quand même un Beatles, c'est quand même un phénomène hors pair, puis Yoko, il a juste dit, avant qu'on commence à jaser, prends le temps de faire le tour, je vois que ton œil veut regarder partout en ce moment, fait que prends le temps d'apprécier... je sais que t'aimes beaucoup la musique, fait que prends le temps d'apprécier tout ce qu'il y a ici, toute l'histoire avec John. Puis après ça, on prendra le temps de jaser. Fait que lui, il a fait le tour, tu sais. Puis en faisant le tour, elle le suivait, puis elle expliquait pourquoi ça c'était là, pourquoi que la pièce était décorée d'une telle façon, c'était quoi l'histoire en arrière de John, tu sais. Fait que c'est super intéressant, puis c'est un privilège, je suis sûr qu'il a capoté là-dessus. Puis... c'est ça, moi j'ai pas visité la maison évidemment, mais je suis allé devant le Dakota quand j'ai fait mon voyage à New York, puis je suis pas un gros fan des Beatles, là, loin de là, mais je suis capable d'avoir du respect pour ce qu'ils ont fait, puis que comme je disais à des amis, c'est que la place que j'ai arrêté le plus longtemps à New York, c'était devant le Dakota, parce que je sentais tellement une énergie que il y avait un vibe qui se dégageait de là, tu voyais l'histoire, puis c'était à côté de Central Park, là. Fait que j'aurais adoré voir... je sais que ses fils sont dans le milieu du cinéma. Je sais pas si ça va se faire ou si c'est possible, mais ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est que... Je sais qu'un de ses fils, je pense qu'il est monteur, puis l'autre, il réalise, si je me trompe pas. Je veux pas m'avancer parce que je les connais pas personnellement. Imagine si... un de ses fils avait la chance de réaliser le film de Yoko, puis avec le travail que son père a commencé, tu sais. Moi, je trouverais ça génial, là. Je trouverais ça... Tu sais, on s'en fout que le film sorte comme ils veulent. Juste ça serait, je trouve, un... Tu sais, je sais pas, par exemple, s'ils vont confier ça à quelqu'un qui a moins d'expérience, vu que c'est un méchant gros projet, mais j'aimerais ça qu'ils soient impliqués. J'aimerais ça que la famille soit impliquée dans ce processus-là, en tout cas. Sinon, avant de mot de la fin, as-tu quelque chose que tu aimerais rajouter par rapport à Jean-Marc Vallée? Qu'est-ce qui fait que peut-être dans ton métier que tu as appris ou que tu veux essayer
en te basant sur son travail? La première chose que je dirais, c'est merci. Ouais. Merci Vraiment. beaucoup. Pour vrai, comme je suis très reconnaissante d'avoir découvert son travail, d'avoir découvert son art, d'avoir découvert ses créations énormément. Pour vrai, ça m'a fait un peu réaliser aussi quel style de montage qui m'intéresse, qu'est-ce que j'aimerais comme... Qu'est-ce qui m'inspire en fait, qu'est-ce que j'aimerais essayer. Puis... Non, c'est tout ce que c'est tout ce que je dirais, c'est merci beaucoup de m'avoir surtout fait aimer le cinéma québécois. Ouais. Parce que, disons qu'avant, j'ai beaucoup le cinéma québécois, mais cet artiste-là, il m'a permis de disons, de changer ma manière de penser, en fait. Puis c'est ça. Merci pour tout. Vraiment. Ouais, vraiment. Puis je sais que nous autres, on en parlait souvent, là, même avant qu'on fasse des projets ensemble, on avait déjà parlé au moins. Puis on en jasait régulièrement. Après ça, moi, je suis devenu quasiment obsédé, là, parce que, genre, pour vrai, il a vraiment pris une place importante dans... J'étais vraiment plus américain, puis on dirait que son art est vraiment venu me chercher, puis c'était vraiment... Moi, ça m'a fait réaliser plein de choses, comme ça m'a fait réaliser qu'il n'y a pas d'âge pour réussir, parce que son premier long métrage, je pense qu'il avait quelque chose comme 40 ans. Quelque chose du genre, là, ouais, je pense que c'est 40 ou 38-40, mais c'est quand même tard, mais ça m'a fait réaliser ça, puis ça m'a fait réaliser aussi que faut arrêter de... Tu sais, des fois, on est un peu timide. On laisse comme les gens passer parce qu'ils ont plus d'expérience. On est comme, mais tu sais, moi, je suis juste cette personne-là. Ouais. Écoute, il faut que tu défonces. Puis au pire, ça fera mal, mais au bout de la ligne, c'est sûr que tes efforts vont être récompensés, je pense. C'est vrai. Faut vraiment défoncer des portes. Puis faut prendre des chances. Sinon, en finissant, je dirais... moi, je dirais un gros merci pour tout ce qu'il a fait pour le cinéma québécois. Puis je suis content que... J'ai été content de voir que tout le monde l'aimait et qu'il l'appréciait. J'ai pas vu de mauvais commentaires partout à travers la planète. J'étais vraiment content de voir ça parce que souvent, quand on a une idole, souvent on a peur de ce qui peut sortir ou ce que, tu sais... On veut pas que notre idole soit une mauvaise personne. Puis je pense que Jean-Marc, c'était loin de là, une mauvaise personne. Puis ce que je disais en début de podcast aussi, c'est que je suis très content que les gens fassent cet hommage-là. En fait, il va y avoir un kino cabaret qui va avoir comme thème jusqu'au 23 février. Jusqu'au 23 février, vous pouvez mettre vos projets de ce court-métrage de 2 minutes en hommage à Jean-Marc Vallée. Tous les films vont être pris et présentés dans une soirée. Je sais pas si ça va être virtuel encore ou en direct, tout dépendamment de ce qui va se passer avec la pandémie. Mais je suis vraiment content qu'il y ait quelque chose qui a été fait pour lui. Puis j'espère aussi qu'il va y avoir d'autres soirées ou d'autres, peut-être, prix en son nom qui vont sortir, qui vont... les ballets à place de, mettons, les Jutras, ça pourrait être les ballets, des trucs comme ça. Fait que je pense que je vais faire quelque chose, je vais essayer de réaliser quelque chose de 2 minutes pour participer à ça, parce que je pense que j'ai jamais fait de kino. Je suis un peu plus introverti, j'aime plus travailler avec le monde que je connais, ça en général. Mais je pense que si j'ai une chance de faire ça, je pense que c'est là. Fait que je vais travailler là-dessus pour faire un projet, parce que je pense que je vais m'en vouloir si je fais pas un truc par rapport à ça, je pense que je vais vraiment m'en vouloir. Fait que ça va être ça. Fait que à suivre dans les prochaines semaines. Radeline, yes! Merci. Merci à toi. Participer à Jean-Marc Vallée, même si j'arrêtais pas de parler. Non, il n'y a pas de problème, pas de soucis. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. C'est ça qui est ça. Je suis super content d'avoir fait ce projet-là avec toi, parce que c'est pas mal la personne avec qui je parlais le plus de Jean-Marc. Fait que merci. Puis, merci à tout le monde d'avoir écouté ou qui vont écouter. À la prochain podcast. À la prochaine!